Bonjour. On est particulièrement heureux d'organiser cette table ronde. Oui. Jérôme, je te rassure, on t'entendait très bien. Nous sommes donc particulièrement heureux. Nous sommes particulièrement heureux de vous proposer cette table ronde. Je voulais simplement, avant de céder la parole à Serge Rebourg, vous faire part d'un livre sur Jacques Bonafé, pas de Jacques Bonafé, mais un livre sur Jacques Bonafé qui s'appelle Jacques Bonafé, pitre et poète. Ah bah c'est une gloire. Que vous pourrez retrouver au stand de librairie. Il y a un autre aussi, Jacques Bonafé, l'oral et hardi, jeu de mots. C'est un livre-disque. Livre-disque. Serge, le grand spécialiste des acteurs, donc, a commencé un travail de moine bénédictin sur les acteurs et actrices du cinéma français. Alors il y a eu un premier tome où il va parler peut-être de sa ligne éditoriale qui recoupe son approche des acteurs et des actrices, enfin son analyse dans un instant. Mais je voulais vous faire part donc de cet ouvrage où sont mentionnées bien sûr les très courtes biographies de Myriam et de Jacques, puisqu'ils sont dans la lettre B, leur patronyme. On arrive petit à petit vers Cyril, qui n'est pas dans l'anthologie des acteurs et actrices du cinéma français, donc le tome 2 de l'ABC. Il sera dans le tome 3, et entre les deux, il y a quand même 900 interprètes, et on en est au milieu de la lettre L. On n'est pas arrivé jusqu'au E, donc c'est un véritable travail. Encore une fois, je crois que sa ligne éditoriale en dit long et correspond à son analyse des acteurs et des actrices. Et enfin, un livre un peu plus ancien qui s'appelle Acteurs de caractère. C'est le titre de notre table ronde, je l'ai terminé par celui-là, où il parle de grands acteurs et il fait part à nouveau de son analyse du monde du spectacle et des acteurs et des actrices. Mais avant tout ça, avant que je repasse la parole à Serge, je voulais revenir en images, si vous n'étiez pas là, sur les carrières de Jacques Bonafé, Myriam Boyer et Cyril Lecomte. Tu peux y aller. On va encore voir nos têtes. C'est parti. Mais on est venu pour ça. Voilà. Donc ça va venir. Est-ce qu'on gêne? Non. Sinon on peut descendre. Mais si on peut commencer là-dessus. On l'a vu bien. Voilà, c'est pas un vidéoprojecteur, hein, je pense que le projecteur. Tout le monde n'était pas là hier. Ah non, 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 c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as pas dit la vérité. Jeanne. C'est une raison pour moi, tu sais, mentir. Tu as bu ici toute la journée dimanche, avec quelqu'un d'autre. Puis tu es sorti et tu es rentré avec l'argent. Qu'est-ce que tu as fait, Franck? Qu'est-ce que tu as fait? Rien, Jeanne, rien qu'une petite belote avec un copain, c'est tout. Après, je les ai accompagnés chez eux, ton sang. Il s'est passé autre chose. Quelque chose de grave. Il faut que tu me crois, Jeanne. Il le faut. D'abord, pourquoi t'as pas été à l'école aujourd'hui, hein? Pourquoi t'y es pas allé? Où t'as été encore traîné? Je me préviens, hein, je lui fais pas de mauvaises excuses. Je suis pas dans la combine. Elle a séché, c'est tout. Il faut savoir sanctionner. Si vous savez pas sanctionner, qu'est-ce que vous faites dans l'enseignement? Là, je pose la question. Maman. Quoi, maman? Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Je pars, je suis occupée avec ta maîtresse. Mais moi, je voudrais te demander un truc. Quel truc? Quand est-ce que tu vas te décider à mourir? J'ai des soucis, la mère Christian. Tiens donc. T'as des soucis? T'as pas de cœur, oui. D'ailleurs, la prochaine fois, je vais arracher ton cœur avec ça. Lâche-moi, tu me fais mal, là. Allô? Bonsoir, Bert, c'est Sophie. Je me réveille pas, c'est un peu tard. Qu'est-ce qu'elle veut?
J'ai besoin de savoir un truc, c'est pour pas devenir dingue. C'est quoi à la fin le problème avec vos œufs? Ça te regarde pas, bonsoir. Si vous raccrochez, je rappellerai. Toute la nuit s'il le faut. Ben, je débranche le téléphone. Dans ce cas, j'arrive. Je suis devant chez vous dans 5 minutes et je taperai à la porte jusqu'à ce que vous répondiez à ma question. Tu vas réveiller ma mère. Qu'est-ce que c'est que cette Louisa? On me parle de toi. Pourquoi on s'intéresse tellement à toi? Qu'est-ce que t'as de si intéressant? Personne s'intéresse à moi. Ah non, ça c'est pas vrai. Moi je m'intéresse à toi. Tu m'intéresses beaucoup. Plus particulièrement tes seins. C'est dans le mireille que je les examine. Comment? Tes seins? Ils sont pas épais, mais ça m'intéresserait de les examiner un tout petit peu. J'ai réfléchi, j'ai pas d'amis et pas d'amis. Oh, Si je connais une fille, elle est trop différente. La solitude m'a forcé à faire de moi-même pour moi un compagnon. C'est comme un premier pas. Et puis, même si on demande à revoir la personne, ça veut pas dire qu'on est tombé amoureux. Mais ça incite à aller assez vite en besogne, quoi. Tout à fait dans l'illusion du temps. Non mais de toute façon c'est vrai, si vous appelez ça veut dire que vous êtes séduite. Ouais, en partie. Mais peu importe, de toute façon je sais très bien que je suis pas assez bien pour vous. Pas assez beau, confiant, un mec sûr. En 7 minutes je peux pas taper dans l'œil de quiconque. Qu'est-ce que vous en savez? Si, je suis heureuse. Non, tu le dis d'un air si peu convaincu. J'ai l'air que j'ai. Moi, je vois bien quand tu fais l'amour avec moi, l'air que tu as quand tu aimes. Je t'en prie, sois pas. Je suis direct et sincère, je t'aime vraiment. Je te fais l'amour et j'ai la vanité de penser que je le fais bien, alors je veux vivre avec toi. Je veux que tu quittes ce type et si tu veux savoir, j'en ai assez de passer pour une bite de substitution. J'écoute. Ah, tu sais, Jo, moi après j'avais bien prévu. Guy, il est hors de course depuis longtemps. Nous, on était contre. Mais Venture, il en avait plein la bouche de son but. Moi je savais, mais maudit, oui, c'est mal conduit. Dommage que Venture n'ait pas demandé. Dire qu'on peut même pas le buter. Et lui qui me filait un tas de conseils. Bah, avec le Orloff peuvent se serrer la poigne maintenant. Orloff? Ouais. On s'est m'engueulé parce que la manière de ce mec m'est débecté. Bah, t'as vu le résultat? Orloff a campé là-dedans? C'est lui qui a branché Gu et Venture. Elle est parole levée, vente debout ou chant intérieur. La poésie, c'est l'insurrection des consciences contre tout ce qui enjoint, simplifie, limite ou décourage. Même rebelle, son principe est le sentiment du oui. Alors oui à la poésie. Voilà, là-bas. Le trou. Tu vois le trou? Tu vas me dire qu'il y a une pierre qui est tombée ou je ne sais pas du tout là. Je vais enlever exprès pour la ventilation. Pourquoi? Mais du nord, il y a un peu d'air humide qui remonte. Ça, c'est bon pour le goût. Mais le trou, il est sud-est. Il laisse passer l'air chaud et sec qui vient d'Espagne par les téléphones. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut savoir qui l'a balancé. Ah. C'est qui? Personne. Ça doit bien y avoir un informateur, non? Mais non. C'est bien là le problème. Tenez-lui un an. Ou il vous tuera. Je le sens, c'est un mec qui va bien travailler. C'est pourquoi? C'est un mec qui en veut. Ça, c'est des mecs, tu les prends dans le caniveau, hein, c'est des clochards.
Mais les mecs, une fois que tu les mets un peu là, les mecs, ils y vont, tu vois. Écoute, si tu veux, mais demain matin au gymnase, il me faut quelqu'un. Et au gymnase, j'ai des gars, hein. Ça, franchement, je te le dis, je suis Attends, très d'accord au gymnase. Et je sais que l'État, le plan du temps, je le connais, simplement. On est là-bas. Alors, qui tu prends? Eh bien, j'en sais rien, moi, mais Batavia, par exemple. Eh non, Batavia, je peux pas le mettre, je l'ai monté chez Bourré. Je peux pas parler. Moi aussi. Je peux pas parler. Je peux pas parler, putain! De l'ombre, cette cité de merde, faire des plans stupes, ça me balle, mais ça me face, non? Il faut bien que tu te foutes ça dans le teston, un gros dealer ou un petit pipocat, ça fait pas de différence pour eux. Tu comprends? Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on fasse le chiffre et la qualité. La qualité? Ouais, la qualité. Et répondre à des dépôts de plaintes, par exemple. C'est très bien, c'est jamais le cas des dealers, avec ça, on a que des emmerdes. On a mis un petit coup de froid là, non? Merci Myriam. Serge, peut-être, pour commencer. Ça marche? Ça a basculé. Non? C'est bon? Ça a basculé. Ouais, c'est bon. Bonsoir à tous. C'est bien que vous soyez restés aussi nombreux. Je pense que c'est assez touchant. Parce qu'il ne s'agit pas même de commenter un film. Très souvent, les débats après film sont parfois un peu aléatoires. Là, c'est pas pour parler d'un film, mais pour mieux faire connaissance avec les personnalités que nous avons invitées et parler de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils peuvent dire de leur métier. En introduction, très rapidement, je voudrais dire que si on devait rebaptiser ce festival, je pense que la notion de second rôle au premier plan devrait être revisitée. Je l'ai dit hier soir, lorsque Jérôme m'avait contacté, lorsqu'il a pris la direction de cette salle pour organiser un festival, c'était à la suite d'un premier bouquin que j'avais fait sur les seconds rôles, qui s'appelait Éloge des seconds rôles. Puis après j'ai publié un second qui était les seconds rôles du cinéma français, grandeur et décadence, et donc j'étais en plein dans cette problématique-là, et quand Jérôme m'a dit ce serait bien qu'on fasse un festival autour des seconds rôles, est-ce que vous accepteriez de vous en occuper, etc. J'ai dit oui tout de suite. Donc c'était il y a quelques années, je pense 6 ans ou 7 ans, parce qu'en fait il y a eu 2 années où avec le Covid il n'y a pas eu le festival. Mais du coup, je pense que ce n'était pas très bien conçu de décliner autour de la notion de second rôle. Parce que la notion de second rôle, c'est le sous-titre de mon bouquin qui est là, qu'on n'a pas présenté, je crois, dans ceux qui sont là, était fondé sur l'idée qu'il y a eu toute une période du cinéma français, en gros des années 30 aux années 50 en tout cas, 3 décennies avant la césure de la nouvelle vague, où les seconds rôles étaient une dimension capitale, centrale du cinéma français. En fait, le cinéma français existait fondamentalement à partir d'acteurs dits de second rôle qui avaient des carrières de second rôle, qui pouvaient faire 7, 8, 10 films par an. Les recordman avaient des filmographies de 150, 200 films et plus. Je fais allusion à des gens comme Pierre Larquet, qui fait son premier film à 47 ans, et qui fait 200 films, donc, ou plus, à des gens comme Raymond Bussière, comme Marcel Dalliot, comme Julien Carrette, comme Pauline Carton, Marguerite Moreno, pour inciter des tas, des gens qui sont restés dans la mémoire
cinéphiliques, notamment dans les cinémathèques, alors que très souvent ceux qui faisaient les premiers rôles de l'époque sont aujourd'hui totalement oubliés. Par tous, certains, évidemment, d'abord les stars de l'époque tournaient beaucoup moins, c'est-à-dire si vous comparez quantitativement la filmographie des premiers rôles de l'époque avec celle des seconds rôles, en gros le rapport c'est de 1 à 3 ou de 1 à 4. Aujourd'hui c'est rigoureusement l'inverse, c'est-à-dire ceux qui tournent le plus sont les acteurs bankable, et il est pratiquement impossible d'imaginer une carrière de second rôle pour les meilleurs qui feraient 4-5 films par an. Ça, c'est une époque totalement révolue. C'est pour ça que la problématique de mon bouquin, c'était grandeur de l'époque et décadence, parce que pour des raisons, alors disons-le très clairement, directement économiques, liées aux évolutions de la société, ce qui est à la fois, comme le disait joliment Malraux, un art et une industrie, le côté industrie a pris de plus en plus d'importance, la logique financière, et ce qu'on appelle les acteurs bankable. C'est pas moi qui ai inventé cette notion, elle est très, très connue. Et acteur bankable, c'est un critère extrêmement précis, qui est aujourd'hui le terme cardinal dans la profession, c'est acteur de nature à permettre des retours sur investissement, à gagner de l'argent. Ça veut dire ça, bankable. Ça veut dire rentable. Ça veut dire qu'à partir de là, la question de la qualité intrinsèque des acteurs ne se pose plus. Les acteurs, comme beaucoup de choses dans notre société, sont liés à des logiques de marque, de logo, de griffes, et même dans tous les autres secteurs culturels, c'est pas le sujet, je pourrais en parler aussi, même dans des domaines patrimoniaux comme par exemple le monde muséal, les musées sont des marques, et donc doivent déployer des stratégies de marketing, de management, etc. Il y a un rapport à l'époque très précis, très élaboré, qui avait défini justement les marques en matière culturelle comme des valeurs immatérielles qui étaient au cœur du développement économique des sociétés contemporaines. Ouais, je ne veux pas jouer le cuistre là-dessus, mais c'est pour bien marquer que ce dont on parle, c'est-à-dire la qualité artistique des acteurs, est une question qui pratiquement a été écartée. Je parle du cinéma, hein. Je ne parle pas du tout là du théâtre, je parle du cinéma et de l'audiovisuel, c'est-à-dire de la télévision, c'est-à-dire de ce qu'on appelle les industries culturelles, par opposition à des activités culturelles hors des logiques industrielles, comme encore le théâtre. Pour résumer mon propos, il y a des années de ça, il y a eu un bouquin qui a été écrit par les meilleurs spécialistes du cinéma français et qui disait, je cite, que l'acteur était la mauvaise conscience du critique. C'est-à-dire que les grandes revues cinéphiliques, je pense à Positif, au Cahier du cinéma, etc., font des critiques de films, mais depuis longtemps ont renoncé ou dans l'incapacité de faire des critiques sur les acteurs. Alors que si vous preniez les années auxquelles je me réfère, il y avait des tas de critiques, pas cités, ça prendrait trop de temps, mais dont, quand ils voyaient des films, dont l'une des portes d'entrée était précisément d'apprécier le jeu des acteurs, les qualités des acteurs, y compris dans les seconds rôles, voire dans les petits rôles. Donc voilà. Tout a changé, et du coup la notion de second rôle, qui évidemment n'avait de sens que par rapport au premier rôle, ça paraît évident, aujourd'hui me semble-t-il est une notion dépassée, dans la mesure où les acteurs bankable, c'est-à-dire ceux sur lesquels on fait un film, écartent la question de la curiosité culturelle de la distribution des autres rôles. Je pourrais donner des témoignages accablants, parler d'un de mes amis qui est récemment décédé, qui s'appelait Yves Afonso, et qui dans un film de Pascal Thomas, il avait un des principaux second rôles. Il y a eu un problème budgétaire quelques semaines du tournage, il avait déjà fait les essais costumes, etc. etc. Et puis son personnage a disparu, purement et simplement. On dit, il a été défrayé évidemment, parce qu'il avait signé un contrat, mais ça veut dire qu'il y a des personnages qui sont devenus, comme je l'ai entendu dans une chaîne de télévision, dépourvus de productivité narrative. C'est formidable ça. C'est-à-dire des seconds rôles qui ne servent à rien. Je l'ai entendu de la bouche d'un des programmateurs de France Télévisions, puisque j'ai eu un petit avantage avant que je publie les bouquins sur les acteurs. Moi j'étais universitaire, je voyais
de la fac de droit de Toulouse, c'est-à-dire que les gens me connaissaient comme juriste, donc là j'étais pris au sérieux, et donc j'avais des rapports avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, etc. Et lorsque j'ai voulu écrire mon premier livre sur les acteurs, je l'ai raconté hier à Cyril en voiture, une des personnes qui était des patrons du CSA m'accueille gentiment, il était passé à la programmation de France Télévisions, et je lui dis quel était mon projet, etc. Et il me dit, écoutez, monsieur le professeur, je suis un peu désolé de vous dire ça, mais pourquoi est-ce que vous vous intéressez à une question aussi futile? Donc, s'intéresser à la question de la place des acteurs dans l'audiovisuel, le cinéma, pour des gens qui sont dans les postes de décision, est une question futile, c'est-à-dire c'est une question qui ne se pose pas. Bon, pas aller au-delà de l'intro, je voulais simplement prendre de la distance par rapport à la notion même de second rôle, qui à mon avis n'est plus malheureusement opérante. Et en réalité, il y a effectivement des stars, des acteurs bankable, et des tas d'autres acteurs qui, indépendamment de leur, on peut penser de leur qualité, travaillent plus ou moins, mais hors des logiques strictement économiques. J'ajoute que, parce que c'est une phrase qui m'a plu, même si elle est contestable par ailleurs, à l'ouverture des Césars, il y a quelques années, Fanny Ardant, qui présidait la séance, avait, à mon avis, très intelligemment dit il n'y a pas de bons acteurs et de mauvais acteurs, parce que dans une série de récompenses, on dit quels sont les bons et ceux qui sont pas bons, notamment ceux qui n'ont même pas été nominés, et elle a enchaîné en disant il y a les acteurs que l'on aime et les acteurs que l'on aime moins. Et je pense que, comme dans l'art en général, il y a une subjectivité majeure, c'est-à-dire que personne ne peut faire la démonstration qu'une œuvre d'art est supérieure à telle autre. Et pour ma part, c'est une question qui me passionne depuis longtemps, je mets au défi quiconque de me démontrer que tel acteur, grand acteur, comme disent les journalistes incultes des grands médias audiovisuels, les grands acteurs sont les acteurs connus. Or, de mon point de vue, évidemment, c'est une idée fausse. Il y a X raisons d'être dans les acteurs bankable. Alors, première chose que je veux dire, c'est que le privilège qu'on a eu ici, c'est de pouvoir inviter et que les invités répondent à une invitation, parce qu'ils sont les acteurs précisément, pour ma part, que j'aime, je l'ai dit hier, que j'admire. C'est un peu délicat de le dire comme ça, surtout pour des vieilles personnes de mon âge, mais en vieillissant, on perd la limite de l'intimidation de dire des choses trop simples. Donc là, j'ai aucune espèce de scrupule à dire publiquement à des gens que, je les aime. Après, Cyril et Jacques, je les connais depuis des années, donc je sais que par-delà l'acteur, après, il y a des gens, il y a des hommes et des femmes, et qu'on peut être un très bon acteur et un con, et qu'en revanche, je veux aussi un très bon acteur et des gens admirables. Et les trois qui sont là, je le dis sans flagornerie, mais pour moi, je ne pouvais pas ne pas le dire, font partie de ce panthéon-là. Alors, par rapport à ce contexte où je prends un peu de réserve par rapport à second rôle ou premier rôle, parce qu'encore une fois, ça ne me paraît pas du tout correspondre à la situation aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de hiérarchie sur le terrain proprement artistique et culturel. L'idée, c'est d'échanger et d'avoir leur regard, puisqu'ils ont tous les trois, à des moments différents, parce qu'ils ne sont pas tous exactement du même âge et de la même génération, des premiers rôles. Vous voyez des films où chacun d'entre eux a des premiers rôles, et puis parfois des seconds rôles. Ça veut dire que les mêmes acteurs, évidemment, ne sont pas destinés à n'avoir que des premiers rôles, normalement, artistiquement parlant, ou des seconds rôles. Mais en tout cas, il est intéressant d'échanger sur le regard qu'ils ont aujourd'hui sur le métier, sur ses évolutions. Il se trouve, alors, je parle de ça en même temps avec une implication plus personnelle, parce que comme il y a évidemment des filiations en termes de transmission de génération, il se trouve que j'étais prof de droit, j'ai deux filles, l'une est prof de droit, et la deuxième, que fait-elle? Elle est productrice à la télé, et donc, entre autres, elle monte des projets, elle choisit des acteurs, etc. etc. Je dis ça parce que, du coup, je pense que ce métier, pour moi, est un des plus beaux métiers, peut-être le plus beau, et en même temps, je trouve qu'il est d'une cruauté potentiellement infinie. Et je pense quand même que c'est une loupe grossissante
des inégalités, des cruautés de notre société. En d'autres termes, sans qu'il soit possible de démontrer que tel acteur est bien meilleur que tel autre, certains aujourd'hui ont des fortunes considérables pour des raisons économiques, et d'autres, dont je pense, certains pour les connaître, ont les mêmes qualités proprement artistiques et sont au RSA. Parce qu'ils ne sont même pas chômeurs, puisque quand vous sortez du système des ACDIC, c'est-à-dire que vous n'avez pas suffisamment d'heures, de cachets, ben vous n'êtes même plus indemnisé, vous n'êtes pas chômeur, vous êtes au RSA. Et donc je trouve que c'est une espèce de loupe grossissante sur les injustices de notre société, ou à partir des mêmes qualités, parce que là il n'y a pas de question de diplôme ou de prérequis, on dit mais celui-là a réussi parce que bon, il a fait l'ENA, celui-là il a fait HEC, celui qui n'a rien fait peut être aussi intelligent, humainement plus intéressant, mais bon il n'a pas les diplômes, donc il n'a pas accès. Tandis que dans ces métiers, ce critère-là n'a strictement aucun sens. Vous pouvez avoir fait le conservatoire parmi les meilleurs et ne pas avoir de boulot, et à l'inverse n'avoir fait aucune étude d'actorat, entre guillemets, et être une star. Donc voilà, je trouve que c'est un métier qui est passionnant aussi par ce qu'il révèle d'une société. Comment les mêmes, qui peuvent à tel ou tel moment avoir des responsabilités identiques, deviennent pour X raison une star et être payés de manière tout à fait extravagante par rapport, encore une fois, aux données économiques de notre société, et d'autres, pardonnez-moi de me répéter, avec des qualités peut-être comparables, n'ont aucun statut. Donc c'est curieux ce métier-là. Je trouve ça assez étonnant et fascinant pour ma part. Voilà. Pardonnez-moi, j'étais beaucoup trop long, mais j'avais envie de dire ça en introduction, et maintenant je vais évidemment passer la parole. Moi, je ne suis pas du tout journaliste, je ne sais pas vraiment poser des questions, mais voilà, j'aimerais que l'un et l'autre s'expriment par rapport à ça, peut-être Myriam. Par rapport à comment ça se passe. Sinon je te passe mon micro. Je sais pas. Il marche. Je pense que je ne l'ai pas, c'est branché. Non, c'était juste par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que je ne me reconnais pas du tout dans ce que tu dis, parce qu'il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas... je souhaite à n'importe quelle comédienne, une jeune comédienne, si elle est là dans la salle, je lui souhaite d'avoir ma carrière, parce qu'elle est tellement plus excitante et tellement plus intéressante que ce qu'on peut se donner l'idée en spectateur de la star, parce que franchement, j'ai jamais souffert une seconde de ne pas être star. Au contraire, je pense que ça permet d'aller chercher ailleurs, au théâtre, à la télévision, n'importe où, et de se réaliser et d'aller encore plus loin que de faire uniquement des films avec... je pense que c'est un regard qui n'est pas de l'intérieur de notre métier. C'est pas pour dire que c'est faux ce que tu dis. Hein. Non, mais moi, je ne me reconnais pas du tout. Et je ne reconnais pas ce métier non plus avec de la justice, de l'injustice, d'avoir été non, pas... excuse-moi, c'est juste quelque chose qui est tellement importante, parce que, au contraire, je veux dire que moi, je me vis, je souhaite, mais alors à n'importe quelle jeune comédienne qui commence d'avoir ma carrière de comédienne et d'avoir vécu mon métier comme je l'ai vécu moi-même. Voilà, c'est pour ça que j'avais besoin de dire que je pense que c'est un regard extérieur, mais pas intérieur de notre métier. Voilà. Je n'avais pas parlé. Dans le débat, on s'est mal compris parce que quand je raisonne là-dessus, je raisonne globalement, généralement, pas du tout sur les personnalités qui sont là. Oui, et donc moi je pense que les personnalités qui sont là, d'ailleurs si on a fait venir déjà totalement inconnus, il n'y aurait personne dans la salle. Donc mon propos c'est de parler très généralement pour d'autres gens qui n'ont pas eu précisément vos carrières, qui n'ont pas eu vos carrières ni au théâtre, ni au cinéma, ni à la télé, et j'en connais certains qui ont des qualités, c'est à eux que je fais allusion. Et pas du tout évidemment
aux gens qui ont votre reconnaissance, votre statut, etc. Je parle aussi, je parle aussi en leur nom, hein. Je ne parle pas de moi personnellement. Je parle de moi parce que je dis comment ça se passe, mais franchement, je crois qu'on peut faire n'importe quoi dans ce métier. C'est extraordinaire. Dès qu'on a mis un pied, dès on peut y rester un petit peu, même ceux pour qui on se dit, oh là là, qu'est-ce qu'il galère, qu'est-ce qu'elle galère. Je crois que c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça. Et je crois que c'est de l'extérieur, ça. Le côté, il n'a pas percé. D'ailleurs, je me souviens quand j'étais gamine, on me disait, mais si jamais tu perces pas, c'est un mot qui va pas, quoi. C'est pas ça. Ce métier, c'est pas percer. Ce métier, c'est pas n'importe où on est, hein, n'importe où on est. C'est vraiment de le faire à sa manière, comme on en a envie, et ou même comme on le subit. Mais c'est pas moche, hein, c'est pas triste. Voilà. Enfin bon, pour moi, hein, je parle de ce que je vis autour parce que je connais beaucoup de gens qui font ça. Mais ça dépend de ce qu'on a voulu. Évidemment, si on se dit je vais faire ça parce que je vais être connu, si on n'est pas connu, on est sûrement frustré, malheureux. Mais si on le fait vraiment pour ce qu'on rencontrer des textes, rencontrer des auteurs, rencontrer des gens qui font la même chose, des équipes, je crois que tout le monde peut s'y retrouver. Tout le monde peut s'y retrouver à petite échelle. Voilà, c'est ce que je pense. Voilà, je peux en rajouter, je partage tout à fait ce point de vue. Comment juger de la reconnaissance? Comment mesurer la reconnaissance qui se pose sur les acteurs? Je dis que ce n'est pas une question de société, comme tu semblais le dire, mais bien la condition humaine qui fait qu'il est difficile d'expliquer pourquoi quelqu'un a de la chance et pourquoi moins, quelqu'un séduit, pourquoi l'autre moins, et que Rousseau expliquait ça dans le discours sur l'inégalité en disant que d'abord l'inégalité était une notion naturelle et qu'il allait écrire sur le côté non naturel imputable à la société. Dans notre affaire, celle des comédiens, je ne jetterai pas la responsabilité trop en priorité sur la société. Je te remercie de l'historique que tu as fait de ce qu'étaient les seconds rôles. Pas les rôles de second plan, ça va être une autre affaire. Les seconds rôles, effectivement, et tout l'affect qu'il y avait sur eux, historiquement, dans les films, tu dis d'avant la Nouvelle Vague, c'est un peu vrai, puis même finalement pendant la Nouvelle Vague. Et peut-être même après, parce qu'il faut un peu de distance pour qu'il y ait cette affection particulière au second rôle. C'est parfois 20 ans après que ça revient, où il y a une espèce de... Aujourd'hui, tu dis, il y a les acteurs bankable et puis ces autres multiples acteurs. Je crois que dans la distribution actuelle, effectivement, on a quitté cette époque un peu légendaire et affective et sensible du cinéma. Aujourd'hui, il y a des seconds rôles bankable. Et ça, il faut le dire, c'est-à-dire que la distribution, le jeu, la mosaïque qui permet de composer les distributions de nos films, mais aussi des séries, font qu'il faut un certain nombre de pièces qu'on assemble et on retrouve les mêmes. Et là, et les castings et beaucoup d'éléments sensibles de la critique retiennent des noms, retiennent des visages en disant un tel avec un tel, un tel, un tel, ça c'est un bon habillage pour la prochaine série. Bon. Et là-dedans, tu vois, c'est pas forcément la notion de premier rôle qui l'emporte. Voilà. Et nous, eh ben, on rit parce que voilà, tour à tour, on est peut-être plus libre. On n'est pas second rôle, mais premier rôle, un des premiers rôles, comme on vient de le voir dans le travail d'Aram. Et puis une autre fois, on est second rôle, il n'y a pas de problème. Ce qu'on peut dire ici assez joyeusement, c'est que rien ne nous empêche de changer de rôle, ce qui n'est pas toujours le cas, et encore, des grands premiers rôles comme Dujardin ou autres. Voilà. Moi, je ne pense pas dire quelque chose d'aussi brillant que mes camarades, donc je ne vais pas enrichir ou être... Moi, je suis un peu au milieu. Je pense que j'ai compris différemment ce qu'a voulu dire Serge aussi brillamment que mes camarades.
de mon point de vue, la seule chose que je pourrais dire le plus simplement, après je pense que c'est plutôt à vous de me poser des questions pour savoir qu'est-ce que c'est que cette histoire-là qu'on est en train de raconter. Enfin, de votre point de vue à vous, ça va peut-être éclairer le débat. Mais de mon point de vue à moi, là où je rejoindrai Serge, tout en rejoignant aussi mes camarades, c'est qu'effectivement, je ne sais plus quel metteur en scène disait que, quand même, un acteur qui ne travaille pas, c'est un acteur malheureux. Voilà. Qu'importe si, qu'importe si on est dans la notion non, mais c'est une des gammes de la déception et du malheur. Qu'importe si j'ai bien compris ce que a voulu dire Myriam, c'est-à-dire que ça fait partie du job, ça fait partie de l'aventure. Quoi qu'il en soit, cette histoire de perception du malheur par rapport au travail, ce que vous voulez dire peut-être un peu de son côté, c'est l'histoire du déclassement aujourd'hui social, qu'on subisse aussi plein d'autres métiers. On est dans cette histoire de déclassement aujourd'hui. Les gens qui font 10 ans d'études, de machin, c'est une question tout à fait actuelle. Moi, mon sentiment pur instinctif, c'est de vous dire que pour le vivre, qu'importe si bien sûr je sais que ça fait partie de l'aventure, comme tu le disais, ça reste quelque chose d'extrêmement dur à porter que de ne pas travailler, dans le sens que c'est tellement joyeux, comme vient de le dire le terme, de travailler, qu'effectivement le revers de la médaille, enfin l'autre côté de la couleur est tellement dur aussi quand on ne travaille pas que c'est extrêmement triste. Voilà, je sais pas si je fais ça. Quand Clovis a commencé, il a toujours travaillé beaucoup et à un moment, il n'y avait plus rien, mais il avait 19 ans à peu près et je lui ai dit une chose tout de suite parce qu'il me disait, tu te rends compte, ça fait 3 mois, on me propose... Je lui ai dit, écoute, si tu ne sais pas gérer ces moments-là, tu arrêtes ce métier tout de suite. Voilà, c'était quelque chose que je sais que là est la différence entre comment gérer les moments où il n'y a rien, et je crois que c'est ça la différence entre les acteurs, c'est gérer ces moments-là. Et ceux qui savent le gérer, ils tiennent le coup, ça se passe plus ou moins bien, mais je crois qu'en effet, il ne faut pas... c'est la difficulté, et la difficulté, elle est là, dans notre métier, c'est les moments où on ne fait rien. Je suis totalement d'accord. Mais justement, c'est là où est la force et la différence entre les acteurs. Si vous voulez, si vous avez des... Monsieur. Parce que celui-là ne marche pas. Il est parti en week-end, il est parti en week-end. Il est en grève. Il est en grève. Ce que tu disais tout à l'heure par rapport au déclassement, et ce que disait Rebours par rapport à la façon dont on traite les acteurs qui ne seraient pas bankable, on assiste quand même à la mise en place d'une certaine prolétarisation des acteurs qui deviennent une variable d'ajustement des investisseurs dans le cinéma français. On va supprimer un rôle parce que ça va coûter plus cher. Vous êtes prolétarisés, vous aussi, et vous redevenez des saltimbanques comme l'ont toujours été les acteurs avant que l'industrie s'empare du cinéma. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a là peut-être un lieu de résistance politique par rapport à l'envahissement de l'industrie et des intérêts financiers sur l'art? Alors, avant juste pour ça, c'est quelque chose qui me revient en tête, donc je vais en parler, c'est que, avant de parler d'industrie et de prolétariat, je rappelle quand même que je crois jusqu'à Molière, enfin sous Louis XIV, il y avait 2 métiers, 2 fonctions qui étaient excommuniées. Vous n'avez pas le droit à être enterré par l'Église. Quels étaient ces 2? Prostituer les acteurs. Donc ça date quand même, effectivement, pour rejoindre Myriam, d'une notion qui, effectivement, fait partie de l'exclusion. De cette aventure-là, l'exclusion fait partie du truc, il doit être accepté, si tant est que nous soyons aussi, qu'on ait besoin autant des acteurs que des prostituées. Je pense que, voilà. Ouais. Oh, je ne sais pas trop comment répondre à cette question, si ce n'est en me saisissant du fait que lieu de résistance contre ces inégalités, effectivement, et le fait qu'on peut dégager économiquement les petits et pas les grands, j'y ajouterai ce sentiment très désagréable qu'on a eu quelquefois, et qui en plus a vécu une évolution néfaste, c'est que certains salaires étaient hallucinants, certains salaires de stars, et on nous expliquait ailleurs, sur le tournage,
que on ne pouvait pas tout payer parce qu'il fallait payer la grande star. Qu'on avait envie d'aller voir en lui disant « Toi, ça t'amuse de tourner un film dans lequel tu viens faire du pognon, mais tous les autres sont mal à l'aise, y compris la réalisation qui doit essayer bien. Elle a dû faire des efforts parce que on avait... vous voulez des noms particulièrement, c'était clair, ça l'est quelquefois à la télévision, ça où il y a toujours des plafonds qui sont dépassés, l'acteur vedette qui a été engagé fait qu'il y a ces inégalités-là. Après, le producteur dit vous vous trompez, c'est parce qu'il y a la star qu'on a beaucoup de pognon pour faire le film. Voilà, mais c'est un problème. Elle connaît mieux que moi. C'est vrai. Alors, si je peux, j'ai juste une anecdote, c'est plutôt drôle, mais pour rebondir sur ce que dit Jacques, c'est vrai que je ne veux surtout pas dire le nom, mais j'ai eu une discussion dans une cuisine par en tournée avec ce qui est dit d'être une grande star. Et il avait un problème, cet acteur, de dire qu'en fait, il y avait une partie des gens qui l'aimaient, du public, et je ne pense pas du métier, du public, et une partie des gens qui ne l'aimaient pas. Et je connaissais son salaire, il connaissait le mien, et je lui dis, donc toi, ton problème, au prix où tu es payé, c'est d'avoir... Parce qu'il dit, ouais, mais toi, Cyril, tu fais ce que tu veux, tu es là, t'es un génial acteur, machin. Mais moi, mon problème, c'est que, voilà, il y a des gens qui m'aiment, des gens qui m'aiment pas. Toi, au prix où tu es payé, tu n'arrives même pas à faire en sorte que tout le monde t'aime, quoi. Non, mais c'est quand même le minimum, parce que quand je parle de somme, c'est même pas la peine d'imaginer ce que c'était. Donc, c'est pour dire que finalement, chacun son petit malheur. Quand je parlais des malheurs tout à l'heure, lui, il en avait un. Et au prix où il était, et c'était que les gens ne l'aiment pas, et qu'effectivement, peut-être que dans le malheur de celui qui ne travaille pas, il est quand même aimé des gens. Donc, tout ça, c'est finalement aussi une question d'amour. Tu as bien raison de rappeler que c'est pas rationnel, cette histoire d'amour. Donc, voilà, c'est très intéressant tout ce qu'on dit. Pas nous, mais c'est ce dont on parle. Quoi. Je ne sais pas. On pourrait en faire un film. Ah ouais. Pardon. Non. Qui veut prendre la parole? Je crois le monsieur, il voulait... Donc, Jacques, j'ai bien entendu. Si tu as quelque chose à dire, Jacques. Non, c'est très intéressant parce que vous abordez le problème économique. Donc, la place des acteurs dans le système capitaliste et comment ça se passe, comment un film se crée. Souvent, on entend, ça vient des producteurs, la difficulté de monter un film. Mais nous, les spectateurs, quand on regarde le film, c'est les acteurs, c'est la vie, quoi. On a du mal à imaginer tout ce qui se passe avant. Et quand on rencontre aujourd'hui, vous trois, qui êtes des grands acteurs, pas de second rôle, vous êtes des acteurs. Je pense à ce film hier, magnifique, de Myriam, très très beau. Elle n'avait pas le second rôle, elle avait tous les rôles. Bien sûr, elle était la réalisatrice du film. Et je pense que c'est un mauvais nom de dire second rôle. Je sais que l'écrivain qui est ici va me contredire, mais nous, les spectateurs, on est emballés, on aime, on suit, on est ému. C'est la magie du cinéma. C'est tout ce que je voulais dire. Je voulais vous remercier de votre présence depuis hier, d'avoir fait tant de route aussi pour venir, et malgré les difficultés. Voilà, merci. Merci. Ah, moi, ça me déplaît pas d'être un second rôle et un troisième couteau. Hein. J'ai plus de mal à être un comédien de caractère parce que je me demande si c'est des questions de fromage ou de pâté. Mais je suis méchant. Je peux pas m'empêcher. Le pâté de caractère, remarquez, ça vaut le coup. Mais non, oui. Comme on a commencé avec cette notion-là, c'est assez gratifiant, même pour pas mal de gens aujourd'hui, d'être un second rôle. Hein. Il y a plein de stars américains qui se bagarraient pour être second rôle avec Woody Allen et puis après avec d'autres. Bon, il y a plein d'acteurs français qui refuseraient pour tout au monde d'être second rôle et puis tout d'un coup qu'on retrouve, comment dire, avec Quentin Dupieux. Aujourd'hui,
Ils veulent tous être second rôle chez Quentin Dupieux, parce que ça a un autre... Je me demande si les notions ne se sont pas un peu diversifiées. Parce qu'aussi, à ce grand amour des acteurs que vous déclarez, il faut ajouter cette chose qui nous perturbe un peu, qui est là présente dans le film qu'on vient de voir, c'est les non-acteurs, qui aujourd'hui rentrent complètement dans la panoplie qui questionne. Bientôt, il va falloir faire un livre sur eux. mais dans le film, Travail d'Arabe, il y a le fait qu'il y ait des non-acteurs, que certains acteurs se dépassent parce qu'ils sont dans cette liaison, dans cette comparaison. C'est un rapport très très étrange. C'est bien sûr Bruno Dumont qui a ramené ça particulièrement avec son cinéma, mais ça existait bien avant lui. Voilà, il y a aussi une émergence des acteurs qui régulièrement redonnent l'impression de venir de la vie, d'apparaître à nouveau. On ne les connaissait pas. Voilà. Un acteur, parfois, c'est quelqu'un qu'on connaît, qu'on retrouve. D'où son petit malheur aussi, parce qu'il peut travailler beaucoup, mais plus personne ne le voit. Hein. Il peut, d'une certaine manière. La célébrité peut... On parlait des gens qui sont malheureux parce qu'ils ne travaillent pas. Moi, j'en connais qui sont malheureux parce qu'ils travaillent trop. Les gens ne les voient que comme ils sont. Ils n'arrivent plus à changer leur image. Ils n'arrivent plus à renaître, à réapparaître. Voilà. Et dans une distribution où il y a des non-acteurs, des acteurs différents, tout d'un coup, des choses comme celle-là viennent bousculer ce phénomène d'apparition. Je me tais. Et puis on est quand même dans un monde de l'image. Alors maintenant, le moindre petit gosse, il a l'habitude d'être filmé, il a l'habitude de parler devant une caméra, ce qui fait que tout le monde devient plus facilement acteur. Si on a besoin de quelqu'un, on va le chercher dans son métier, dans sa façon d'être, dans sa famille, parce que tout le monde a l'habitude de la caméra, ce qui n'était pas le cas il y a seulement quelques années. C'est sûr. Et vous avez peur de cette évolution ? Passe le micro à Françoise. Je répète. C'est le moment où elle va prendre le micro, elle s'en saisit, elle va parler. Et ça y est. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des échanges entre le théâtre et le cinéma pour vos expériences? Vous avez trois, parce qu'ils sont les trois acteurs. Les échanges. Je voulais juste demander la question du monsieur. Ah, la question en même temps. Parce que c'était dans la conversation d'avant. Juste pour rebondir sur ce que vous veniez de dire, est-ce que vous avez peur de cette évolution vers le tout le monde devant l'image? Est-ce que le métier va pas se fondre? Par mon expérience, je sais ce que un métier qui a disparu, quasiment. Photographe. En Argentine. Oui, donc vous êtes en train de parler de votre métier de photographe et avec les gens, tout le monde écrit, tout le monde joue, tout le monde fait de la photo, tout le monde... donc c'est vrai qu'on rentre dans un autre monde, hein, c'est certain. Ça ne va plus être le même métier, même pour nous. Je pense que nos enfants, nos petits-enfants, ça sera encore différent. Mais par contre, je ne pense pas que le métier... Enfin, je ne pense pas que ça va se perdre. Il y aura toujours des gens qui auront envie de jouer, envie de faire des photos, mais ça se passera autrement. Mais je ne sais pas comment. Moi, je suis contente d'avoir 70 ans, hein, plus. Après, si je puis me permettre, mais j'ai l'impression qu'on se écartait du débat, mais pour faire répondre aussi à votre question et à Myriam, c'est que certes, il va y avoir la possibilité, tout le monde peut avoir cette accessibilité, les chanteurs, les rappeurs, les humoristes, les youtubeurs, les je ne sais quoi, les cuisiniers, les journalistes, les animateurs, tout le monde, voilà. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'à un moment donné, ou alors, je ne sais pas si, en tout cas de mon point de vue, c'est quand même un métier qui a une grammaire, un alphabet, et que si on peut dire que tout le monde peut jouer, pas tout le monde sait jouer. Voilà. De mon point de vue, voilà. Alors effectivement, pour répondre à est-ce qu'on est, comme vous avez dit, malheureux, enfin troublé par ça, moi je vous dis oui quand même, parce que j'ai envie de remettre quand même cette
cet art, on appelle ça la dramatique, hein, ouais, la comédie, entre guillemets. Vous travaillez avec des metteurs en scène, il y en a un qui s'appelle, il y en a qui, quand même, ils vous donnent des clés. Il y a un alphabet, on est capable de dire 1 plus 1 égale 2 dans la comédie. Or, moi, si demain, je ne peux pas débarquer dans un bloc opératoire pour vous opérer d'une hernie discale, quoi. Donc, ou démonter le moteur de votre voiture. Or, aujourd'hui, on peut dire qu'on peut démonter, n'importe quel mec arrive et dire, il peut lire un scénario et démonter un personnage et le jouer. Ce qui est, à la base du truc, faux. Clairement, pour moi, faux. Après, que tout le monde puisse être, dans l'exemple qu'on vient de voir, être devant une caméra, comme vient de dire Myriam, ou dans l'accessibilité aujourd'hui des médias et que nos enfants, machin, qui est une facilité de ça, hein. D'autres chemins pour y arriver. Bien sûr, je ne suis pas du tout contre l'idée que tout le monde peut le faire. Mais le problème, c'est que cette notion-là, clairement, moi, mon métier au quotidien, a pris le dessus. Sur l'argument de dire tout le monde peut le faire, oui, mais de pourquoi on est arrivé à ce que, effectivement, on a beaucoup plus de gens qui sont aujourd'hui dans ce truc-là, demain qui vont arriver, ça me gêne un peu. Voilà. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Oui, la question de... Pardon, le cinéma et le théâtre, alors Non, mais parce que j'avais besoin de répondre à ça. Je suis très nostalgique de ce qui faisait la qualité des photographes. Effectivement, quand le risque était de trouver son image sans pouvoir la vérifier sur un écran numérique, de la fixer sur une pellicule, je pourrais répondre plus rapidement en disant ça fait beaucoup de photographes, quoi, et forcément il y en a, les bons se perdent dans trop. Et nous, ce qu'il faut savoir quand on regarde un film ensemble, effectivement, c'est qu'il y a des tas de choses qui ont changé. Effectivement, aujourd'hui, c'est peut-être beaucoup plus facile de faire un très bon film. Et c'est plus facile encore de faire ce très bon film, vous savez, fragile comme Piala savait en faire, avec des moments d'humanité incroyables, parce qu'on tourne avec plusieurs caméras. Et ça tourne, elles sont là, disperses, etc. On peut, sur un plateau, par inadvertance, attraper des visages, filmer des gens dans des moments absolument incroyables. Réussir, grâce au matériel numérique dont on dispose, très rapidement à faire un film comme celui-là, d'autant plus qu'on est accompagné d'équipes qui n'existaient pas tout à fait avant. Ce sont des espèces de directions artistiques qui peuvent vous conseiller sur l'habillage musical, sur l'habillage optique aussi, dans lesquels petit à petit le film va faire ses différentes évolutions. On y voit un peu une sorte comme ça, en même temps que le numérique, une évolution un peu technologique du concept de film qui est assez considérable. Je dis ça parce qu'en voyant des films aujourd'hui, moi je ne peux pas m'empêcher de penser à la manière dont ils ont été fabriqués et tout à chacun peut l'imaginer hein, en étant en disant tiens, mais pourquoi par exemple tel cadrage revient très serré, ça devient un peu une mécanique aujourd'hui dans le filmage, une grammaire obligée. De même, l'excès de contre-jour qui est un type qui marche très très bien. Voilà. Hein, les drones. Les séries avec les drones. Voilà, il y a plein de... Alors, pour revenir donc à votre question, Françoise, et revenir sur l'argument de Serge au début sur l'histoire de un peu sociétale et économique du métier, pour revenir au théâtre, autant j'étais d'accord avec toi sur plein de choses, et autant je te contredis juste sur un argument qui est que quand tu différenciais le cinéma, la télévision du théâtre, je suis obligé de te dire aussi que c'est absolument, ou alors vous allez me contredire, mais à peu près la même chose aussi dans le théâtre, à part dans le théâtre public. Car dans le théâtre privé, on est dans les mêmes canevas d'avoir des acteurs. Laurent Ruquier écrit une pièce, on est dans un théâtre privé, il faut tel et tel acteur pour le jouer. Et il faut que ce soit des acteurs que les gens connaissent de la télévision. On va mettre un Jean-Luc Reichmann, on va mettre un... Bon là je mets des noms pour vous donner l'argument, mais il faut aussi qu'il y ait des acteurs qui économiquement fassent vendre des fauteuils. Et donc on est dans la même problématique. Je sais pour l'avoir vécu que quand vous vous adressez au montage, à la très, très grande difficulté de monter une pièce de théâtre, c'est-à-dire à la base une lecture, avec des camarades acteurs devant des directeurs de théâtre, vous êtes tout de suite confronté à une question économique du choix du directeur de théâtre et de la production d'amener les acteurs qui vont faire en sorte que la pièce soit
positivement, enfin soit dans le positif, et vendre des fauteuils. Donc c'est un peu la même question, enfin, peut-être pas autant parce que ça coûte moins cher de monter une pièce de théâtre, mais enfin, je sais pas. Voilà. Tu as dit, à mon avis, la limite, là tu as raison sur le théâtre privé, mais la limite c'est le théâtre public. Alors, pour vous donner une idée, dans le cadre de l'Occitanie, la région et les autres collectivités territoriales financent beaucoup de théâtres et beaucoup de compagnies. Et donc, il y a beaucoup de compagnies dans lesquelles la question qu'on a abordée tout à l'heure ne se pose pas du tout. C'est-à-dire les gens sont tous dans des conditions, entre guillemets, modestes. Il n'y a pas de stars dans la plupart. Et je signale par parenthèse que c'est des détails techniques, c'est une limite à ce que dit Cyril, même si tu as raison évidemment sur le théâtre privé. Nous exigeons, nous, à la région, que dans les scènes nationales, par exemple, les scènes conventionnées, il y a toute une série de catégories, je ne rentre pas dans le détail, il y ait l'accueil à minima de 30% de compagnies régionales. Or, dans ces compagnies régionales, ce sont tous des acteurs qui sont des professionnels, qui ne font que ça, mais qui sont payés de manière extrêmement modeste, comme des artisans. Et là, la question d'avoir des différences entre des bankable et des autres, évidemment, ne se pose pas du tout. Or, c'est quand même la masse aujourd'hui des acteurs français. C'est-à-dire que quand on prend, alors j'ai plus les chiffres en tête, hein, mais y compris dans les statistiques de l'ADAMI, par exemple, je ne sais plus combien de milliers d'acteurs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas raisonner simplement sur on parle du rapport cinéma-théâtre, uniquement sur les gens qui font du cinéma ou de la télé, mais si on raisonne sur les gens dont la profession est celle de comédien, au premier rang c'est évidemment le théâtre, c'est je ne sais plus combien de milliers, j'ai peur de dire une connerie, je l'ai noté dans un de mes bouquins, c'est énorme. Et donc, la réalité de ce dont on parle, c'est une réalité, du coup, dans le théâtre qui est presque occultée, parce que ces acteurs-là ne sont connus de personne, et ils pourront, quelle que soit leur qualité, vous allez dire que je poursuis sur ma problématique initiale, rentrer dans la catégorie de ce que les médias appellent les grands acteurs, tout simplement parce qu'on ne les connaît pas. Alors maintenant, si je voulais être le critique direct, dire le contraire de ce que je viens de dire, c'est possible, ça s'appelle la dialectique de renverser tout, eh bien, je citerai Louis Jouvet, une des phrases qui me plaît le plus de Louis Jouvet, c'est lorsqu'il disait, en parlant des gens de la société, nous sommes tous des acteurs, c'est pas le problème des non-acteurs, nous sommes tous des acteurs, disait-il à ses étudiants, à l'exception notable de quelques acteurs. C'est terrible. Il disait également qu'il vaut mieux de bons amateurs que de mauvais professionnels. Mais juste parce que en fait, j'ai pas répondu à votre question, je suis parti sur mon truc, cinéma, théâtre. Mais quand on parlait de l'importance des rôles au théâtre et au cinéma, si c'était votre question initiale, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, d'avoir un rôle, en fait, finalement, on va dire, sur le second plan, quoi, second rôle au théâtre, enfin, beaucoup plus facile, beaucoup plus d'y trouver du bonheur et du plaisir et de le faire tous les soirs, parce qu'on est dans la pièce, on joue tous les soirs, et ce rôle qui est moins important que les rôles principaux de la pièce, quand même, il est là, il existe, il est un maillon de la pièce, vous le jouez, il n'est pas coupé le soir, vous le jouez tous les soirs, alors que quand vous avez un rôle un peu moins important finalement au cinéma, où déjà vous savez pas comment il va être monté, qu'est-ce qui va en rester, et de ce que vous avez fait quelques minutes sur un plateau, il va en rester un film que vous ne... voilà, c'est très bref, c'est très... Alors qu'au théâtre, effectivement, ce second rôle moins important, il est de toute façon très important pour vous, parce que vous le pratiquez, vous l'exercez, tous les soirs, vous vous levez le matin, vous savez que vous allez jouer ça le soir, et c'est une satisfaction énorme, si c'est à ça qu'il fallait répondre. Oui, quand tu parles des compagnies, justement, c'est un petit peu ce dont je parlais tout à l'heure, c'est que tu peux faire ton métier et personne ne le connaît, mais en même temps on en connaît beaucoup, des compagnies où ils sont dans un investissement, un bonheur. D'ailleurs, les 3/4 des jeunes aujourd'hui, quand ils vont prendre des cours chez Florent, dans tous les endroits, ils ressortent très très souvent avec une compagnie, ils se mettent ensemble et puis ils commencent comme ça, ils ne vont pas chercher de jouer dans des pièces à l'extérieur. D'ailleurs, moi alors là, ce serait peut-être mon petit coup de gueule, parce que je trouve
que depuis, et en plus je l'ai connu au départ, depuis Patrice Chéreau qui a travaillé avec ses élèves, qui donc fait jouer ses élèves après en les rendant professionnels sans aller chercher. Donc ça fait aussi des acteurs qui sont des élèves toute leur vie. Ils travaillent avec toujours leur professeur du départ. Il y a beaucoup d'écoles comme ça, Strasbourg, partout, où les metteurs en scène travaillent avec leurs élèves et ça donne des acteurs qui sont jamais des acteurs, qui restent des élèves avec leurs professeurs. Et ça, je trouve ça terrible. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui existe depuis pas mal d'années et qui est vraiment devenu, on s'en rend pas compte, mais dans beaucoup de théâtres, ça se passe comme ça. Il y en a énormément. C'est comme ça partout. Et ça me tue, moi. Quand je les entends, moi, je ne comprends pas. Je comprends. Ah oui. Tu dis pas, ça reste de l'époque de chez vous. Mais non. Tu travailles au conservatoire, tu vas travailler avec Catherine Yegel ou avec, tu vois, ton professeur et il sera ton metteur en scène et ça donne quelque chose à l'acteur, à l'élève acteur, de jamais prendre son envol et d'être toujours avec une relation qu'il trimballe d'ailleurs après. Parce que même quand il sort de ça, il devient quelqu'un qui est un élève du metteur en scène. Et ça, je trouve ça terrible parce qu'il y a beaucoup de metteurs en scène aujourd'hui qui ne comprennent pas qu'il faut chercher un échange avec l'acteur et que on n'est pas à l'école. Et ça, je peux te dire que je trouve ça terrible. Je ne complète pas là. Effectivement, parfois c'est un peu étanche, comme ça. Les groupes se forment aussi. Il y a des groupes qui se sont connus ensemble à l'école et qui restent ensemble des années, comme Julien Gosselin avec les gens qu'il a connus à l'école de Lille. Ce que tu dis est tout à fait juste. À la question, je me contente de répondre que dans le théâtre, comme dans le cinéma, il y a effectivement parfois beaucoup d'hiérarchies, ou plutôt il existe certaines hiérarchies qui ne bougent pas, qui restent là. C'est ainsi. Il n'y a pas... il n'y a pas de mouvements brutaux de distribution qui font que tout d'un coup... on change les rôles. On avait prévu ça quelquefois dans les troupes de théâtre, que effectivement la possibilité d'être le premier, d'être le dernier soit interchangeable, etc. C'est presque vrai, mais j'y arrive pas à la Comédie Française. Là, ils ont le plus de place pour le faire. Mais j'y arrive quelquefois. Très bien. Voilà. J'ai encore une question, je pense. Oui, François. Bien. Et après, je pense que... On va prendre la dernière question. Oui, en fait, ce n'est pas une question, c'est simplement je voudrais dire que le problème tel que l'a posé Madame Boyer correspond à une notion qui est même beaucoup plus large que celle du cinéma ou du théâtre, c'est-à-dire elle rejoint un des travers de la nature humaine qui est la notion de vanité. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait ce que l'on fait pour être connu, pour devenir une star, ou est-ce qu'on le fait pour le plaisir? Je crois que c'est ce que vous avez voulu dire, Madame Boyer. Et si on le fait pour le plaisir, eh bien, la notion de être connu ou pas connu n'a aucune importance. Or, dans notre société actuelle, on flatte justement cette vanité à outrance. Et c'est pour ça qu'on retrouve à travers les médias des personnes qui vont chercher à se faire reconnaître par n'importe quel moyen. Vous avez les influenceurs, vous avez des gens qui vont créer du scandale uniquement pour qu'on parle d'eux. Et donc, on oublie totalement que quand on fait quelque chose, on doit le faire pour le plaisir qu'on en tire. Alors bien sûr, il est essentiel de pouvoir vivre de ce que l'on aime, bien sûr. Mais la société financière dans laquelle nous vivons a poussé à son extrême l'idée que on ne peut bien vivre et n'être heureux que si on est très connu ou si on a beaucoup d'argent. Et on flatte ainsi les deux travers essentiels de la nature humaine qui sont la vanité et le goût de l'argent. Deux travers qui nous amènent sans doute vers le précipice. Voilà, c'est bien résumé.
apparemment une question là. Encore une? Oui, oui. Ah, Tiens, après, la jeunesse, la jeunesse. La jeunesse. La jeunesse. La jaunisse. Désolé. Encore une? Là, deux questions. Comment vous est venue l'idée de devenir comédienne? Je pense que je vais répondre en premier parce que c'est le truc le plus con. Hein, donc, moi, il fallait que j'évite de passer le bac, en fait, si tu veux. Mon objectif, c'était de ne pas passer le bac. Je savais qu'il ne fallait pas que je passe le bac. J'avais juste cette certitude-là. Il fallait que je trouve quelque chose qui m'empêche, qui me permette de ne pas aller jusque-là et de ne pas passer le bac. Vous n'avez pas le bac du coup? En gros, comme c'est bête, hein? Vous n'avez pas le bac? J'ai pas le bac. Il a la bac. Par contre, j'ai poussé la porte. J'ai poussé la porte d'un cours privé qui m'a amené dans un concours d'école, comme disait le Théâtre National, et j'ai fini premier. à toi. Non, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire Tu veux la deuxième? Non, moi c'est un accident. Moi, je me montrais beaucoup, sans doute parce que j'étais pas très à l'aise. J'avais besoin de me faire voir, donc j'ai essayé de soigner ça dans une école de théâtre et très vite dans des lieux de théâtre, un certain exhibitionnisme, mais qui correspondait aussi à ma situation régionale ou provinciale, où il y avait, on parlait d'ambition, une certaine gloriole à faire des espèces de coups pour rien, se faire voir dans la rue, ou de profiter des moments de marché ou des moments comme ça. Et donc j'ai fait pas mal de théâtre de rue pour oser parce que j'étais timide, pour oser parler devant les autres. Ça a été un des déclenchements. Il y en a d'autres. J'aimais les textes, profondément. C'est vrai que si j'ai pris la parole, c'est parce que... Tu vois que c'est pas très riche, c'est comme il disait, en fait, je crois que c'est Serrault qui disait ça, un acteur ça sert à rien, il disait. Ouais. Juste pour en revenir un petit peu au présent, à aujourd'hui, Truffaut disait à Cannes en mai 68, pendant que vous parlez de gros plans et travelling, le pays est un chaudron social. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? C'était le sujet de ce midi. Acteur. Ah mais c'est Serge qui doit comprendre. Non, mais il y a encore une question après. Il y a encore une question. Bon, Non, c'est pas pour pas répondre à la question, mais je crois que même si on n'est pas acteur, tous les jours quand on se lève, on se demande qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui se passe et pourquoi. Et je pense que ça n'empêche pas. Ça s'empêche pas d'être troublé et on aimerait bien être acteur justement un peu plus. Après, quand même, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais, parce que ça n'a pas grand-chose de social, mais c'est vrai que la seule petite chose que je pourrais dire en réponse, c'est qu'on ne parle pas que travelling et gros plan, on parle de pendant quelques temps, que les gens s'évadent un peu, rêvent et des émotions. Ça sert à quelque chose. Quelque part, il y a un intérieur qui se constitue, on parle de nos intérieurs et fatalement on parle de l'intérieur des gens, donc il y a quand même cette notion qui est positive. Voilà, pour essayer d'éviter que le truc, on parle travelling, on parle gros plan, pour pas... Voilà, Non mais Jacques Bonafé parle d'irruption des consciences dans un de tes poèmes, c'est pour ça que j'ai dit que c'était aussi intéressant de le poser la question. C'est poète. Irruption des consciences. Oui, j'ai ma seconde arrive bien en gros plan. C'est plutôt panoramique qui est permis éventuellement petit la prochaine femme. Je ne sais pas répondre. Votre question est une réponse. Il y a une dame qui vous Pardon. Non, pardon. Attends. Je voudrais vous poser une question toute simple. Quand on a dans son entourage quelqu'un qui voudrait faire du cinéma, j'ai mon neveu donc, qui est sur Montpellier, qui a 22 ans, qui est dans une école de cinéma, quel conseil peut-on lui donner quand nous on n'est pas du tout du métier, que ce soit ses parents, qui ne connaît personne, quel conseil peut-on donner à un jeune qui veut vraiment, pas percer vraiment, mais faire de sa vie, être acteur. Voilà. Avant de repasser les micros, justement par rapport au chaudron social, il y avait une annonce. Oui,
registre chaudron social, mais à Carmaux, parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose au niveau des manifestations contre la retraite, il y a un rassemblement le mercredi 5 avril à 18h. Voilà. Et c'est un rassemblement qui aura lieu place Jean Jaurès, avec l'intersyndicale, bien sûr. Et puis on peut apporter ce qu'on veut, des banderoles, casseroles, etc. Et je pense qu'on mettra des cartons tout autour de la grille qui encercle Jaurès, et ça fera quelque chose de pas mal, peut-être, pour le vendredi, jour de marché. Donc mercredi 5 avril à 18h. À 18h. À 18h ou 17h 18h. Mercredi. Le changement d'horaire est important pour toi, je pense. Une dernière réponse pour la vocation. Pour répondre à votre question, franchement, c'est sincère, c'est pas du tout de cynique, mais sur votre neveu et de comment, entre guillemets, comment percer, c'est apprendre un autre métier, un deuxième métier. Oh non. Alors, un deuxième à côté. Il faut en avoir deux. Si, il faut en avoir deux. Il faut qu'il fasse autre chose. Il fasse ça. En Amérique, c'est une pratique courante. En Amérique, voilà. Non, mais en Amérique, ça l'était depuis. Il y a cette notion de ne pas se reposer sur le fait que il y a une rigueur, il y a quelque chose de très monastique dans le métier d'acteur. Moi, je vous dis qu'aujourd'hui, dans la société, quand je vois tous les jeunes qui viennent me voir, fais quelque chose à côté. C'est mon point de vue. Non, je ne suis pas du tout d'accord. Non, s'il veut le faire, il le fait. Voilà. Et il met toute son énergie, il se lève tous les matins et il trouvera sa façon à lui d'avancer là-dedans. Mais il ne faut surtout pas, justement, tous les gens qui travaillent vous regardent en disant mais à part ça, qu'est-ce que tu fais? Moi, c'était des trucs qui me rendaient dingue. Et aujourd'hui, ben voilà, j'ai passé ma vie à faire ce métier, et si j'avais écouté, évidemment, on fait peur à tout le monde, on fait peur à sa famille, on fait peur à tout le monde. Les gens se disent mais où il va, où elle va jamais gagner sa vie, ça va... Oui, ça peut être dur. Mais de toute façon, il sera beaucoup plus heureux là que d'aller faire quelque chose qui ne lui plaît pas. Non, mais ça veut pas dire ce que j'ai dit, c'est que ça ne veut pas dire qu'il abandonne de faire acteur. Non, mais pas abandonner. Il fasse deux choses. Non. Non, parce que... Je propose une solution de compromis. Le compromis est très important. Je crois que votre neveu, et cela, a besoin effectivement de se passionner, comme le dit, mais en même temps de considérer que nous sommes tous très différents. Les uns se lancent à corps perdu, les autres restent chez eux. Les uns cherchent l'aventure et essaient de rencontrer des plateaux de tournage, d'autres sont avisés, regardent un peu tout ce qu'ils peuvent trouver sur Internet, dans les livres. Qu'ils fassent un petit peu un panachage de tout ça, je crois qu'il en sortira bien. Et surtout, n'oubliez pas que la profession annexe qu'ils cherchent est celle de la culture. Il faut s'enrichir. Je voudrais dire, par-delà les éléments qui nous ont éventuellement opposés au début et à la fin, je voudrais dire que j'ai quand même une certitude, c'est que le casting que nous avions choisi pour cette émission est le meilleur casting. Merci. Merci à vous, merci à Jérôme, merci Serge. Voilà, alors nous sommes très en retard, mais c'est l'esprit festival.